Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à La Réunion, à Mayotte, également en Guadeloupe, en Guyane, en France et en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Aujourd'hui, nous n'allons pas recevoir une femme politique, quelqu'un qui fait de la politique. Nous allons recevoir Imanie Dalila Daniel. Vous êtes autrice. Je suis autrice aussi. D'accord. Et vous êtes agitatrice. Culturelle. Ah, agitatrice culturelle. Oui. D'accord. Vous tenez à ce qu'on dise autrice, qu'on mette au féminin. Non. Franchement, je dois dire que c'est un débat dans lequel je ne suis jamais rentrée. Bon, on dit autrice parce que je suis en ce moment dans une association d'autrices et d'auteurs. Je sais que ça compte pour les autrices qu'on les appelle comme ça, donc j'ai pris l'habitude de le dire. Et personnellement, ce n'est pas un débat qui me semble... Enfin, je ne suis pas très intéressée par ça, personnellement. D'accord. Je suis toujours ennuyé quand j'interviewe quelqu'un dont je ne connais pas le nom. Parce que là, je vois Imanie Dalila Daniel. Oui. C'est quoi votre nom? Daniel. Daniel, c'est votre nom? C'est mon nom de famille, comme on dit ici. Oui, c'est ça. Et Imanie, c'est mon nom de conscience. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer sur ce plateau. C'est un nom que j'ai pris lorsque j'ai compris que le divin n'était pas extérieur à moi, qu'il était en moi, comme il est en vous, c'est ce que je crois, c'est ma croyance. Et c'était comme une nouvelle naissance pour moi. Donc je me suis appelée Imanie, qui vient du mot Imani, qui veut dire la foi en swahili, qui est la langue la plus parlée en Afrique. Et Iye, c'est notre langue martiniquaise, Mansé ou c'est Iye. Donc la foi, elle est, autrement dit, celle qui a la foi. Et Dalila, vous connaissez depuis 50 ans maintenant, je crois. Oui. Et Daniel, c'est votre nom de famille, effectivement. Voilà. Donc il y a de l'africain dans Imanie. Le swahili, c'est la langue la plus parlée en Afrique. Et c'est d'ailleurs pas seulement de l'africain, enfin pas au sens géographique seulement, parce que c'est ce mot Imani qui vient de l'égyptien pharaonique, M-N, qui voulait dire la foi, qui a donné Amen dans l'univers chrétien, Amin dans l'univers musulman, etc. Donc c'est un mot un peu universel. D'accord. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Eh bien, je suis venue vous parler, vous présenter mon dernier roman, qui s'appelle Dero, et qui est un livre auquel je suis particulièrement attachée, parce que je l'ai écrit dans un moment, j'allais dire, de grâce, d'inspiration, et je suis très heureuse d'en parler avec vous, qui l'avez lu. C'est un film, c'est un livre violent, hein, parce que Dero, c'est violent. Oui. Ensuite, à l'intérieur, il y a Mash. Oui. Pourquoi vous êtes violent comme ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui est plus violent, le mot ou ce qu'il dénonce? Je ne sais pas. J'aurais pu l'appeler Mash, mais on m'a dit justement que c'était trop violent. Je vous avoue que je me suis battue avec l'idée de ne pas l'appeler Mash, parce que dans ma conception, c'était Mash. Parce que vous savez, je crois qu'il y a des mots qu'il faut savoir dire à certains. J'ai eu ce débat avec plusieurs personnes et j'ai cédé à l'idée que Dero était quand même plus doux que Mash. Et n'empêche que ça continue de choquer. Mais encore une fois, je demande, qu'est-ce qui est le plus choquant? Le mot Dero ou ce qu'ont fait les gens à qui ce mot s'adresse? Ce que cache ce mot, c'est infiniment, selon moi, plus violent que le mot. Si nous disons ça, c'est parce que donc, sur la couverture du livre, il y a Dero, et à l'intérieur, il y a un livre 2 qui s'intitule Mash. D'accord, c'est pour ça que nous en parlons, à la page 111 exactement. C'est un livre de 183 pages, non, 187 pages. C'est un gros livre, c'est un petit livre, c'est quoi? Oh, c'est un livre d'IRA moyen. En général, les romans que j'ai écrits jusqu'à présent avaient 300 pages. Celui-là, je n'ai pas jugé utile de le remplir, que je veux dire de rajouter
des choses qui ne me semblaient pas essentielles à sa compréhension. Donc je me suis arrêtée à l'idée que chaque chapitre avait son sens et qu'il n'y avait pas besoin de plus de chapitres que ça pour dire ce que je voulais dire. Ce que vous vouliez dire, je ne comprends pas. Ben, je voulais dire des rois, un certain nombre de malfaiteurs que vous avez rencontrés dans le livre, puisque n'oubliez pas de dire que la première partie s'appelle « Ces monstres dans nos rues ». C'est à eux que je dis des rois, parce qu'il est temps maintenant de purifier l'espace public, selon moi. Ok. Mais vous m'avez dit que c'est un roman. C'est pas un roman, c'est une œuvre idéologique, une œuvre de combat, ça n'a rien des romans. Monsieur Laouché, j'utilise le roman, qui est une forme littéraire. Au lieu d'écrire un article, j'ai écrit un roman. Et j'utilise le roman parce que vous avez sans doute remarqué qu'il n'y a pas que ces monstres dans cette histoire, qu'il y a aussi beaucoup d'amour, beaucoup de Martinique. Et je pense que l'art, comme la littérature, participe un peu à ce que Césaire a appelé les armes miraculeuses de la créativité. Je pense qu'on peut dire des choses sérieuses comme ça dans une chanson ou dans un livre, dans un roman. J'ai utilisé cette forme littéraire parce que j'ai trouvé que c'était plus accessible et que ce n'était pas, excusez-moi, ce n'était pas un manifeste, je ne voulais pas faire de la politique en faisant ça. Je voulais juste attirer l'attention des gens en lisant un livre quand même qui soit plaisant et qui ne soit pas juste un manifeste. Voilà, justement, je ne voulais pas trop de violence. Voilà, je voulais dire les choses de manière apaisée et le roman m'a semblé être la bonne formule. Pas vous? Je ne sais pas, je ne sais pas. Enfin oui, c'est un peu piégeux quand même. C'est-à-dire qu'on s'attend à un roman, oui, et puis on a une véritable plaidoirie, un réquisitoire implacable, dont nous allons parler. Ouais. Pourquoi votre personnage principal s'appelle Kenzo? Parce que c'est le nom de mon fils. Ah, je m'en doutais. Alors voilà, je vais vous dire la vérité. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait un certain nombre de personnages dans mon livre. Et mon objectif, ce n'était pas les noms des personnages. Comme il y en avait beaucoup, que j'ai une famille très nombreuse, j'ai utilisé les noms de tous mes frères et sœurs pour nommer mes personnages. Donc, alors j'ai un petit problème avec eux, parce que je leur dis, c'est votre nom, mais ce n'est pas vous. Parce que parfois, ils ne sont pas d'accord avec le caractère des personnages. Donc, ça me pose quelques problèmes. Et puis, il y en a, il ne fallait surtout pas que j'en oublie un. Donc, ça m'a un petit peu préoccupée. Mais j'ai trouvé que c'était plus facile. Marie-Louise Berland, Jacqueline, Monique, Paul, Chantal, Arlette, Yolande, je les avais sous la main. Donc, je les ai... Et puis, je vais vous faire un autre aveu. L'héroïne de ce livre, c'est la grand-mère, qui s'appelle Berland. Et Berland était le nom de ma grande sœur et marraine, que j'ai eu la douleur de perdre au mois de novembre dernier. Et ce livre a été ma manière de faire mon deuil et de l'immortaliser. Donc une fois que Berland était devenue cette grand-mère exceptionnelle que vous avez dans le livre, bon, les autres sœurs ont suivi, parce qu'on est comme ça dans la famille, on est solidaires. Donc Berland étant là, bon, ben, Monique, Chantal, Arlette, Paul, Jacqueline, enfin, tout le monde s'est retrouvé là-dedans, quoi. Et hier, j'ai une de mes sœurs qui m'a dit, ouais, tu as mis tout le monde, tu m'as pas mis. J'ai dit, oui, mais non, tu t'es pas mis. J'ai eu un doute tout à coup, tu t'es pas mis. Oui, mais j'ai dit, ah, mais non, Monique, tu es la femme de Jordan. Elle me dit, je suis pas encore arrivée jusque-là. Elle dit, ouf. Alors, je suis allée vérifier dans le livre et je lui ai montré que Monique était là. C'est marrant. Ils ont pris ça très au sérieux, je vous jure. Si j'en avais oublié une, je crois que je me serais fait incendier. Bien, alors pourquoi vous avez écrit ce livre? Qu'est-ce que vous voulez dénoncer? Alors, vous savez, Monsieur Laouché, je suis un petit peu interpellée par l'idée que je rencontre beaucoup avec mes autres livres. On me dit, il faut aller de l'avant, il faut finir avec ça, il faut oublier ça, il faut finir. C'est une expression qui revient souvent, il faut finir avec ça. Oh, ça c'est quoi? Justement ça, c'est le passé, ce passé de l'esclavage.
dont on finit par être gêné de parler parce que certaines personnes estiment que bon, il faut finir puis ça, il faut aller de l'avant. C'est une expression que j'ai rencontrée beaucoup. Moi, je veux aller de l'avant. Je veux finir avec ça. Et comment je fais lorsque chaque fois que je lève la tête, je tombe sur un nom qui représente la partie la plus douloureuse, la plus cruelle, la plus inhumaine de cette histoire? Comment peut-on me demander d'un côté d'oublier et que l'on m'impose de l'autre côté tous ces noms qui ont été des personnes qui ont été acteurs et complices du crime contre l'humanité que fut l'esclavage. Donc je me dis, mais nous vivons une drôle de situation. Oublier, comment je peux oublier avec les Guédons, avec les Joyeuses, avec les Bertins, avec toutes ces grandes places de notre pays, où des gens qui ont vécu ici il y a 250 ans continuent de hanter alors qu'ils n'ont absolument rien fait de positif dans ce pays pour l'histoire qui m'intéresse, qui est cette histoire de mes ancêtres esclavagés. Parce que je me sens légitime à parler de cette histoire dans la mesure où la famille de mon père était une famille d'esclavagistes et la famille de ma mère une famille d'esclavagés. La famille de mon père a touché de l'argent en 1848. La famille de ma mère faisait partie de ces gens à qui on a dit « vous êtes libres » alors qu'en réalité on les remettait en esclavage en les faisant payer pour ça. Donc je me sens très légitime à parler de ça. Disons que j'ai choisi mon camp. Bon, et en choisissant ce camp, je me dis comment je vais faire pour oublier en allant à Ouiblénac. Est-ce que les gens réalisent qui étaient ces gens? Parce qu'on a fini par oublier qui ils étaient. Et quand on regarde leurs actes, quand on regarde ce qu'ils ont fait dans le passé, qu'on continue, parce que, vous savez, pour moi, nommer une rue, c'est mettre à l'honneur une personne qui le mérite. Vous donnez le nom d'une rue à une personne que vous voulez mettre en avant, citer comme exemple, comme modèle, à une personne qui a contribué à la communauté de manière positive. Et là, nous avons toutes ces rues où on a des misérables, des assassins, des criminels, des tueurs, bon, et des esclavagistes, quoi. Et on continue des centaines d'années plus tard à vouloir les conserver dans nos vies. Et on nous demande d'oublier. Il y a un problème là, il y a quelque chose qui me dépasse. Je n'arrive pas à comprendre qu'on me dise d'oublier et qu'on me dise oui, mais on les maintient là, on les garde là. Quel genre de peuple on est qui adore les bourreaux de ses ancêtres? Voilà. Et donc, au départ, mon idée était très simple. Mon idée, c'était de faire un essai où je reprenais ces noms et où je citais ces gens. Je citais leurs actes et je citais ce qu'ils avaient dit. Parce qu'il y a des écrits, les archives ont conservé la trace de la pensée de tous ces gens, qui était une pensée immonde, puante, nauséabonde. Mais quand j'ai vu l'ampleur de la tâche, j'ai compris que je n'étais pas capable de faire un tel travail. Parce que c'est un travail de chercheur. C'est un travail qui demande une expertise scientifique que je n'ai pas. Et qui m'aurait pris des années et des années et des années. C'est pour ça que j'ai choisi peut-être la facilité en abordant cette question sous l'axe du roman, en me disant que je vais peut-être mieux faire comprendre aux gens ce que je veux dire en faisant ces informations passer par le filtre d'une personne qui arrive, qui débarque, qui est neuve, qui n'est pas bétonnée par tous les interdits qu'on nous impose là, de ne pas faire ci, de ne pas penser, d'aller de l'avant, tout ça, et qui dit simplement, avec beaucoup de respect et d'intérêt, mais expliquez-moi. Expliquez-moi comment il peut y avoir une rue Blénac dans la ville de Césaire. Expliquez-moi comment il peut y avoir une ville, une place joyeuse, la plus belle place de Trinité, dédiée à ce criminel que fut Villaret de Joyeuse. Expliquez-moi comment vous pouvez aller place Bertin
qui fut la place des exécutions publiques. Cette place, Bertin est arrivé en Martinique en 1802. En 1803, on a agrandi cette place où avait lieu l'exécution des marrons. C'est les marrons qu'on exécutait, on n'exécutait pas les blancs. Et les criminels blancs, on les condamnait même pas à l'époque. Bon. Et on a donné en 1803 son nom à cette place qui venait d'être inaugurée, qui venait d'être terminée. Donc voilà un gars qui depuis 225 ans, ou 23 ans maintenant, il arrive en Martinique et sur cette place ont eu lieu énormément d'exécutions, toutes les révoltes du Carbet, du Prêcheur, tout ça. C'est là qu'on a exécuté les héros de la liberté de ce pays, qui auraient dû être à la place de Bertin. C'est pas Bertin qu'on aurait dû honorer, ce sont ceux qui ont dit non, qui se sont battus et qui ont donné leur vie. Vous savez, sur cette place, moi, il y a une histoire qui m'a frappée, que je raconterai peut-être un jour. C'est celle durant la révolte du Carbet en 1833, si je ne m'abuse. Il y a eu une potence et un gibet installés sur la place Bertin. Et les meneurs de cette révolte anti-esclavagiste, ils ont été tués là. Alors vous savez ce qu'on leur faisait? On les mettait assis. D'abord, ils arrivaient avec une chemise blanche et un voile, une chemise rouge et un voile blanc ou noir sur la tête. On les asseyait, on leur coupait le poignet droit. Après, à la hache, on leur coupait la cheville, tranchait la cheville. Après, on les tranchait aux genoux. Après, soit on les étranglait, soit on les pendait. Après, on les brûlait et on jetait leur reste à la poubelle, sur la place Bertin. Donc, une place où il y a eu lieu, et il y a un témoin de l'histoire qui était un capitaine de bateau, qui était dans son bateau en train de regarder, il dit la mer était rouge de sang. C'est-à-dire que le sang coulait comme ça dans la mer, et le sang envahit la mer où lui, il se trouvait. Il assistait à ça au loin. Donc, une place comme ça, qu'elle porte encore le nom d'un persécuteur de Nègres-Marrons, qui sont les héros de notre histoire. Les vrais héros de notre histoire sont ceux qui, à ce moment-là, ont dit non, sont allés à contre-courant de la bien-pensance, pour dire non, ce n'est pas possible, on ne peut pas vivre une telle situation. Ce sont eux les héros. Et il y a eu des héros blancs comme ça. C'est eux qui auraient dû être là. C'est à eux qu'on aurait dû donner des rues. Et là, non, on n'a que des misérables, des criminels, des esclavagistes, des tueurs de nègres. Voyez? Donc moi, ça me bouleverse encore aujourd'hui. Je me dis, mais quel peuple au monde, dans quel pays au monde, on va aller et on va arriver dans un endroit et on va nous dire, oui, c'est la rue Adolf Hitler, voilà, il a été à l'origine, alors on va mettre une petite plaque à côté pour dire qu'il a été à l'origine de la déportation de 6 millions de juifs, de tziganes, d'homosexuels, de machin. Qui peut accepter ça? C'est inimaginable. Pourquoi pas une rue, l'Amiral Robert, pendant qu'on y est? Pourquoi il n'y a pas une rue, l'Amiral Robert? Il fait bien partie de notre histoire, puisque on me dit, oui, il ne faut pas effacer l'histoire, mais l'Amiral Robert fait bien partie de notre histoire. Et puis j'ai découvert quelque chose il n'y a pas longtemps, sinon ça serait dans le livre. Durant tout l'esclavage, le seul gouverneur qui a fait quelque chose de positif dans ce pays, c'est le gouverneur Rostolan, qui a signé le décret d'abolition le 23 mai 1848. Pouchi Pagnan rue Rostolan, Martinique, pièce côté, Pagnan rue Rostolan. C'est quand même bizarre. Voilà un gouverneur qui a posé un acte alors, il était obligé, il était sous contrainte, tout ce que vous voulez, mais le gars, quand même, il a signé un décret d'abolition. Donc, il y aura tous les abolitionnistes de France, et puis Rostolan, on les fasse comme pour le punir d'avoir été celui sur qui c'est tombé. Donc, toutes les personnes positives, on les efface, et celles qui ont fait le plus de mal à nos ancêtres, c'est eux qu'on met en avant, et c'est eux que l'on voudrait
que nos enfants aient comme modèle. Parce que moi, c'est ça. Parce que moi, j'ai accepté ça aussi quand j'étais jeune. Quand j'allais à la rue Blénac, j'allais à la Fontaine Guédon, ça ne me gênait pas. Sans savoir qui c'était. Mais non, je ne savais pas qui c'était. Comme beaucoup de Martiniquais, nous ne savons pas ce qu'ont fait ces gens. Parce qu'à l'époque où on a nommé ces lieux, ces sites, ces communes, ces quartiers, c'était bien. C'était des gens qui servaient, qui ont bien servi la colonie. C'est la colonie qui donnait des noms. Donc la colonie a fait son job. La colonie a mis en valeur des gens qui ont été à son service et qui l'ont bien servi. Bon, et on voudrait qu'aujourd'hui, mon fils et mes petits-enfants, si un jour j'en ai, acceptent l'idée d'aller à la rue Blénac et de trouver ça normal. Comment pouvez-vous élever un enfant dans l'idée de ce qu'est la liberté et en même temps de lui montrer que sur votre tête pèsent encore des chaînes pareilles? Ça n'a pas de sens pour moi. D'où l'intérêt que j'ai trouvé à dire aux Martiniquais, est-ce que vous savez ce que Guédon a fait? Est-ce que vous savez ce que Bouillet a fait? Est-ce que vous savez ce que... Mais de manière non pas de manière comme je ne suis pas professeur d'histoire, moi je ne suis pas historienne. Donc de manière, j'allais dire ludique, mais est-ce qu'on peut jouer avec des concepts comme ça? Je ne sais pas si on peut dire ce mot sans hésiter, mais de manière simple, voilà, en les immergeant dans une famille aimante, où il y a beaucoup d'amour, où les gens, une famille comme comme la vôtre, peut-être, comme la mienne, comme celle de beaucoup de Martiniquais, parce qu'on oublie que dans nos familles, il y a beaucoup d'amour et beaucoup de bons plats. Donc, j'ai utilisé ces ressorts-là avec ce jeune homme qui arrive, qui n'a pas 18 ans et qui est parfois, avec un peu trop d'arrogance, même, parfois, dit, mais expliquez-moi comment vous pouvez avoir une ravine Bouillet, mais Bouillet est dans le chapitre 5 de la Marseillaise, mais c'est un traître aux yeux des gens qui ont fait la Marseillaise. Bouillet, c'est celui qui a organisé la fuite de Louis XVI à Varennes, qui a échoué. Il a été vilipendé, il a été moqué, il a été caricaturé. La France a oublié Bouillet. Il l'a immortalisé en le traitant de traître dans la Marseillaise, c'est traître à la nation. Et puis nous avons continué à caresser Bouillet, considérer c'était un trophée. Qu'est-ce que ce type a fait pour la Martinique? Qu'est-ce qu'il a fait pour les Martiniquais? Il a fait pour la colonie, il a fait pour les colonialistes, il a fait pour les esclavagistes, mais il n'a rien fait pour le peuple. Les pauvres malheureux qui sont restés en esclavage 50 ans après son passage là, il n'a pas levé le petit doigt pour eux. Donc pourquoi la place Joyeuse? Villaret de Joyeuse était avec Bertin justement. C'est eux que Napoléon a envoyés pour rétablir l'esclavage et pour faire en sorte qu'en Martinique, il n'y ait pas ce qui s'est passé en Guadeloupe. Ces gens-là... Concernant la place Villaret-Joyeuse, dans le livre, vous avez une réflexion amusante. Oui. Vous dites il aurait suffi que Joyeuse soit écrite, que le mot Joyeuse, qu'il n'y ait pas de majuscule à ce mot, ça devrait une place où il y a de la joie. Voilà. À partir du moment où il y a la majuscule, ça devient le nom de Villaret de Joyeuse. Et cette phrase n'est pas de moi, elle est de Armand Nicolas. Ah. Parce que c'est Armand Nicolas qui a commencé à attirer mon attention sur ça, parce qu'il a écrit au maire de Trinité plusieurs fois pour lui dire, il a écrit même dans le journal Justice, Monsieur le maire, voilà qui était Monsieur Villaret de Joyeuse, envoyé par Napoléon pour resserrer les liens de l'esclavage. On ne peut pas continuer à honorer cet homme sur la plus belle place de Trinité. Et il dit, mettez une minuscule à la place de la majuscule et la place retrouve toute sa lumière. C'est Armand Nicolas, c'est la phrase d'Armand Nicolas que je reprends à mon compte parce que c'est tellement judicieux comme ça ne leur coûte rien. C'est comme la fontaine Guédon. Vous regardez Guédon. Criez Henri Guédon.
Henri Guédon, c'est quelqu'un qui a fait rayonner la Martinique dans le monde à travers son génie pictural, à travers son génie musical. Il y a des gens qui ne connaissent pas la Martinique, mais qui connaissent les œuvres d'Henri Guédon. Mais qu'est-ce que ce misérable de gouverneur Guédon, qui a été l'un des pires bourreaux du peuple, l'un des pires, c'est-à-dire que le type s'est appliqué pendant les 5 ans où il est resté en Martinique à martyriser le peuple. Comment, qu'est-ce qu'on a encore à honorer ce criminel? Parce que le type a servi un crime contre l'humanité, on oublie ça. Donc on voudrait nous faire accepter le crime comme si c'était quelque chose de banal et de normal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'histoire de jeune homme, ou d'un homme, peu importe, qui a fait un crime. Il avait 19 ans, il a fait un crime horrible. Et puis il a purgé sa peine, il a recommencé sa vie. Et il se trouve qu'il a sauvé la vie de 3 personnes qui allaient mourir dans un incendie au péril de sa propre vie. Il a réussi à les sauver. Et donc on lui a donné une médaille pour ça. Oui. Oui, mais c'était un criminel avant. Oui. On lui a donné une médaille. Oui. Parce qu'il a fait un acte de rédemption. C'est ça qu'on appelle la rédemption. D'accord. Alors, pourquoi vous regrettez qu'on appelle l'avenue du Général de Gaulle, avenue du Général de Gaulle? Oui. Puisqu'il a fait, selon vous, un crime. Plusieurs crimes. Plusieurs crimes, oui. Avant. Oui. Et puis là, il a fait quelque chose de bien pour le pays, pour la Martinique, pour la France. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a aidé à la défaite du nazisme. Oui. Donc, on lui rend hommage pour ça, et on n'a pas à rentrer dans le fait que 30 ans avant, il avait fait autre chose. C'est-à-dire que le général de Gaulle, c'est spécial, parce qu'il a laissé une empreinte émotionnelle tellement forte pour les gens d'une certaine génération, que ça peut être discutable. Mais ce n'est pas parce qu'il a fait une bonne... Parce que dans l'histoire que vous racontez, il y a un avant et il y a un après. Pour De Gaulle, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Pendant qu'il faisait tuer 30 000 Camerounais, c'est le nombre de personnes qui sont mortes à la montagne Pelée, à Saint-Pierre, il faisait en même temps pendant l'éruption, 30 000 morts, eh bien, il a tué 30 000 Bamileke, dans une guerre que M. Macron a reconnue la semaine dernière comme ayant vraiment été une guerre et une sorte de génocide. Bon, en même temps qu'il faisait ça, ben, il libérait la France, il avait libéré la France, il était ce président que le monde entier admirait. En même temps, donc il y avait les deux aspects qui étaient développés. Parce que si c'était au Cameroun seulement, mais Madagascar, n'oublions pas Madagascar, le génocide de Madagascar, c'est De Gaulle. Et puis la France-Afrique, c'est qui? C'est De Gaulle et Foccart. C'est la politique de De Gaulle qui a conduit à la mise en esclavage des États africains qui essaient maintenant de se sortir de toutes les règles qui ont été prises pour qu'ils aient leur indépendance et qui les enchaînaient finalement à un système dont ils ont mis 50 ans à essayer de sortir. Bon, le franc CFA, l'obligation de mettre tout leur or en France, toutes ces contraintes qu'ils ont dû subir, c'est le même De Gaulle, hein. Donc, moi, je me dis que, bon, l'un dans l'autre, dans votre histoire, la personne, on a vu qu'elle a commis un crime. Non, j'aurais aimé savoir quel crime, parce qu'il est possible que cette personne ait commis un crime avec des raisons bonnes pour lui. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a commis un crime, il a payé sa peine, il est sorti de prison et il fait un acte héroïque. Donc, il y a un avant et un après. Bon, mais De Gaulle, c'était pendant qu'il tuait d'une main, il donnait de l'autre. Donc moi, personnellement, je remets en cause une rue Charles de Gaulle, un boulevard. Même si c'est à vous qu'il donnait. Même si c'est à moi qu'il donnait. Parce que le fait qu'il m'ait donné à moi ne m'aveugle pas sur ce qu'il a pris à l'autre, sur ce qu'il a fait comme mal à l'autre. Vous voyez, on ne peut pas se contenter de dire oui, mais moi, il m'a fait du bien pour excuser quelqu'un qui a commis un génocide. Pour vous, est-ce que l'humanité est une chose immobile? Non. Elle marche, elle avance. Oui. D'accord.
justement. Est-ce que vous pouvez imaginer que vous ne pouvez pas juger l'humanité à un certain moment de son histoire avec vos yeux d'aujourd'hui? Alors, c'est un argument que l'on m'oppose souvent. Et à cet argument, je réponds la chose suivante. Pendant cette période où ces gens agissaient tout à fait normalement, il y eut des gens de leur camp pour armer de leur morale d'hommes, d'êtres humains, pour le dénoncer, pour dire non et pour le payer, soit de leur vie, soit de leur carrière. J'ai deux exemples pour vous. Ça veut dire que dans ce temps-là, où les choses, il était tout à fait normal, quand vous voyez, en 1838, vous ouvrez un registre de procès, vous voyez une gamine de 7 ans tuée par un jeune créole, la poitrine défoncée par un boutou pour désobéissance, et puis dans la même session d'assises, vous voyez une jeune esclavagée de 17 ans condamnée à 7 mois de prison pour vol de linge. Excusez-moi. Bon, donc c'est de ça qu'on parle, hein, de cette période. En 1838, à l'époque de Zahir et Théophile, quand ces esclavagés ont porté plainte contre le maître, il a fallu recevoir la plainte et l'instruire et l'emmener jusqu'au bout. Il y eut un juge blanc qui a dit « Ok, je prends cette affaire » et d'autres, puisque Victor Schellcher, dans son livre « 2 ans d'esclavage », cite au moins 5 ou 6 procès qui ont eu lieu pour mauvais traitements contre ces pauvres malheureux. Bon, donc, il a pris l'affaire, il a mené l'affaire. Le lendemain, on l'a viré, on l'a envoyé ailleurs, parce que c'était un homme bon, parce qu'il avait une conscience. J'ai un deuxième exemple, encore plus frappant. Quelque temps avant est venu en Martinique un commandant de gendarmerie qui s'appelait Joseph France. J'en parle dans Sacré Vagabond. Et le juge, j'en parle dans Zahir et Théophile. Joseph France est arrivé en Martinique, commandant de gendarmerie, pétri de sa mission de gardien de la paix. Il est venu pour maintenir la paix. Quand il a vu ce qu'on lui demandait de faire, et qu'il arrivait sur des habitations où il y avait des malheureux écartelés entre 4 poteaux, à qui il ne restait plus qu'un souffle de vie après les 29 coups de fouet réglementaires, et qu'on lui disait « foutez-nous ça à la geôle », il disait « non, je n'ai pas signé pour ça ». Il disait à ses gendarmes « remontez à cheval, on s'en va ». Et il disait à ses géreurs « mais vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas d'âme, vous n'êtes pas des humains ». Cet homme-là, il n'était pas de son temps. Il était de son temps, seulement il a refusé la cruauté dont il était témoin. Donc, lorsque vous avez des... Lui, il mérite une statue. Le juge mérite une statue. Ces gens-là méritent une rue à leur nom. Et je militerai pour ça. S'il y a une action pour faire une statue pour Joseph France, j'en serai. Et c'était un homme humain qui a regardé les choses avec des yeux d'humain, vous qui parliez d'humanité. Mais il faut savoir qu'à cette époque, on était dans un monde complètement inhumain. C'était pas normal ce qui se passait de personne à personne, même si, ouais, bon, c'était des nègres, c'était moins que des chiens, ils coûtaient moins cher que le cheval, bon, on pouvait les tuer. Ces gens-là sont devenus fous de pouvoir avoir droit de vie et de mort sur leurs habitations. Ils sont allés à l'excès. Ces gens-là n'étaient pas dans l'humanité, ils étaient dans la déshumanité totale. Ce sont ces gens-là que je cible. Et ceux qui, dans le même temps, dans la même époque, c'est-à-dire les esclaves qui ont dit non, les vagabonds qui sont partis après l'abolition, parce qu'on les remettait en esclavage en les faisant payer pour ça, qui sont partis, qui ont été arrêtés, qui ont alimenté les ateliers de discipline, qui sont allés travailler gratuitement pour l'État français, pour payer la dette à laquelle ils ont été condamnés pour vagabondage.
Ces gens-là allaient à contre-courant de leur époque parce qu'il y a beaucoup qui sont restés sur l'habitation. Il y en a beaucoup qui ont été obligés, qui n'ont pas eu ce courage. Ces gens-là méritent des rues, des boulevards, des statues. D'accord? Donc, ils étaient dans l'humanité. Joseph France était dans l'humanité. Ce juge de Zaïre, Théophile, était dans l'humanité. Donc, l'humanité évolue, certes, mais elle évolue, oui, elle évolue dans tous les sens. Vous avez des gens qui sont conscients, et puis vous en avez qui se sont assis sur l'humanité. L'Église leur a dit, bon, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, ils n'ont pas d'âme. Ils ont dit, ah bon, ils n'ont pas d'âme. Ils ne se sont pas posé plus de questions. Ces gens-là, vous voulez que j'ai de la considération pour eux? Ils n'avaient pas un cerveau. C'est parce qu'ils vivaient cette époque-là qu'ils n'avaient pas de cerveau, ils n'avaient pas de cœur, ils n'avaient pas d'humanité, justement. Est-ce que vous êtes d'accord que l'esclavage a été un moment de la vie de l'humanité, simplement un système économique? Non, monsieur Laouché. L'esclavage a été un système économique pour ceux qui examinent l'esclavage avec une lorgnette. L'esclavage a été un crime contre l'humanité. Y compris dans la Rome antique. Y compris dans l'Antiquité. Vous savez, partout il y avait l'esclavage. Qui suis-je pour pouvoir vous dire ce que fut l'esclavage sur le plan mondial? Et c'est d'ailleurs ce que je reproche au Memorial Act. Quand je suis rentrée au Memorial Act, il y a deux choses qui m'ont choquée profondément. Il y en a plusieurs. Le Memorial Act en Guadeloupe. En Guadeloupe, qui est censé, qui est ce qu'on nous a donné comme un os à ronger. Vous voulez un mémorial, mis en mémorial. Il y a deux choses à l'entrée qui m'ont fait me dire, ok, je vois dans quoi je suis. Le premier montre sur la main gauche, il y a une espèce de grande spirale comme ça qui monte jusqu'au ciel. C'est tous les esclavages de l'histoire de l'humanité que ces gens ont recensés sur des périodes plus ou moins longues. Et puis tout en haut, en haut, en haut, en haut, vous avez une toute petite partie qui représenterait l'esclavage des Africains déportés. Une toute petite partie. C'est-à-dire que dès l'entrée, on minimise ce qui est arrivé à mes ancêtres. On le fait passer dans une espèce de courant mondial où, eh ben, il n'y a pas esclavage tout partout. Regardez tant ça a duré là, regardez tant ça a duré là, et puis ça seulement ça a duré. Donc, quoi vous plaignez-vous? Ça, c'est la première chose qui m'a choquée. Parce que c'était une insulte à mon intelligence et c'était une insulte au désir que nous avions d'avoir un lieu de mémoire, de recueillement, de souvenir de cette période, mais dans ce qu'elle avait de factuel, effectivement. Donc, nous les défaits, nous en fait. Et petit esclavage d'autres là, qui dirait 400 ans là, ça ne peut pas rien. Pourquoi vous dites 400 ans? Bon, ça n'a pas duré. Non, mais c'est important. Bon, d'accord. Bon, 250 ans. Oui, 250 ans. Vous savez combien de vies il vous faut pour remplir 250 ans, monsieur Laouché? Non, non. Combien de générations il faut pour remplir 250 ans? Je ne dis pas ça. Je vous dis que ce n'est pas 400 ans. Quoi. Bon, d'accord. En fait, 1600, alors qu'il y a des esclavages, 1800... il y a des esclavages qui ont duré des siècles et des siècles. C'est-à-dire qu'en 1789, il y avait des esclaves en France, les serfs. Mais alors, ça justifie quoi? Non, ça justifie rien. Eh bien voilà, donc non, ça justifie pas. Donc, la deuxième chose qui m'a frappée, c'est qu'on arrive, et la première chose qu'on voit, c'est la Vierge de la Guadeloupe. C'est-à-dire que le bras droit des esclavagistes que fut la religion, c'est la première chose à qui on rend hommage, la Vierge. Je me suis dit, mais ça est là. Et effectivement, durant tout mon trajet, mais à un moment, franchement, quand on m'a obligé pour poursuivre le chemin, à voir le seul endroit où on voit des noirs, des nègres entiers, tout leur corps, c'est couché à fond de cale. Et vous devez marcher sur ces ombres pour continuer la visite. Je vous avoue que quand je suis arrivée à ce moment de la visite, j'étais avec Joël Ursule ce jour-là, elle s'en souvient peut-être, m'en plairait. M'a dit, c'est le côté qui a montré nous des victimes de ce crime qu'on est en train c'est en glorification. On m'oblige à marcher dessus. On m'oblige à marcher sur eux pour continuer la visite. Et quand j'ai vu des gens sortir du Memorial Act, en chantant « Tapoutou patap, niela assis pat »,
Je crois que le cahier le livre d'or de Memorial Act doit avoir gardé le souvenir de ce que j'ai pu écrire sur cette mystification qu'on nous a donnée, qu'on nous a donné à voir avec un Christ qui doit mesurer au moins 6 mètres de haut, suspendu dans l'espace, il n'y a pas de quoi, il y a juste lui, avec une installation maçonnique immense, alors que la plupart du temps, les esclavagistes étaient des francs-maçons. Il y avait une 50aine de loges maçonniques à Saint-Pierre à l'époque de l'esclavage. Donc on glorifie la franc-maçonnerie, on glorifie le christianisme, on glorifie cette histoire du monde qui fait que vous n'êtes pas les seuls à avoir été esclaves. Mais dans quoi je suis là? Ce n'est pas... Il y a eu des pogroms, il y a eu des génocides dans le monde. Est-ce qu'il viendrait à l'idée de quelqu'un de dire à un juif, ouais, mais vous savez, hein, à telle époque de l'histoire du monde, de l'humanité, il y a eu des déportations, il y a eu des emprisonnements, il y a eu des crimes, il y a eu... Est-ce qu'il viendrait à l'idée de quelqu'un d'aller dire à un juif que, bon, finalement, son histoire, pour qui on a inventé la notion de crime contre l'humanité, que, bon, dans l'histoire du monde, ma foi, c'est pas très important. Non, personne ne ferait ça. Juste une petite seconde. Imaginons que vous soyez une esclavagiste. Oui. C'est-à-dire un chef d'entreprise qui achète des esclaves pour les faire travailler sur sa plantation. Vous voyez ça comme ça? Je ne le vois pas comme ça, c'est ça. Ah oui? Ce sont des gens qui ont des plantations, et forcément il faut des gens pour travailler sur ces plantations. Donc ils achètent des esclaves pour les faire... C'est leur instrument de travail. Les pauvres. Et donc, qui les pauvres quoi? Mais les pauvres, hein, ils n'avaient pas le choix. Non, je ne vous dis pas. Non, mais non, mais... Je suis en train de vous dire quelque chose bon, que alors, vous ne pouvez pas contredire. Je vous écoute. Ce sont des gens qui ont des... Donc, il va acheter un esclave. Donc, vous allez acheter des esclaves. Vous les payez. Vous les faites venir sur votre plantation. Vous avez besoin qu'ils travaillent. Est-ce que vous passerez votre temps à leur couper les jarrets et à leur donner des coups si vous avez vraiment besoin qu'ils travaillent et c'est ce dont vous avez besoin? Est-ce que vous allez passer... Mais ils ne passaient pas leur temps à faire ça. Mais quand on vous écoute, c'est ça. Non, monsieur. Non, monsieur, je n'ai jamais dit ça. Je condamne un système. Je ne suis pas rentrée dans un détail avec vous pour vous dire que celui-là était plus criminel que celui-là, parce qu'il y en avait qui tuaient par plaisir. C'était des malades. Il y en avait énormément. Alors vous achetez un esclave pour travailler, puis vous le tuez par plaisir. Vous êtes malade. Vous le tuez par... Non, c'est lui, l'assassin qui est malade, c'est pas moi. Parce que la quantité de fois que c'est arrivé dans l'histoire... Mais oui, il est malade. Oui, mais ces gens-là sont devenus fous de pouvoir, monsieur Laouché. Ils avaient le pouvoir de vie et de mort. Donc dès qu'un esclavagé sortait du lot et commençait bon, il fallait forcément qu'il fasse des exemples. Oui, voilà. Il faisait des exemples. Oui. Mais ce n'était pas par plaisir qu'il tuait les gens. Mais peu importe la raison pour laquelle il tuait les gens, déjà le fait d'acheter de la chair humaine, de commercer de la chair humaine et d'utiliser de la chair humaine comme on utiliserait des bœufs, est mieux. Les bœufs étaient mieux traités que ces gens-là. C'était déjà, comme je vous dis, ne pas être dans l'humanité. Je suis désolée. Alors, c'était des chefs d'entreprise inhumains, des aliens. D'accord. Mais vous n'êtes pas d'accord qu'à un moment de l'histoire de l'humanité, l'esclavage a été un système économique. Il y avait vous faisiez la guerre, vous preniez des gens que vous aviez fait prisonniers de guerre et vous les réduisiez en esclavage pour travailler pour vous. C'était comme ça. Le monde était comme ça. Monsieur Laouché, c'était comme ça. Mais est-ce que c'était bien, monsieur Laouché? Est-ce que c'était normal? Est-ce que c'était moral? Est-ce que c'était acceptable encore aujourd'hui? On voudrait que j'accepte l'idée que c'est pas grave parce que c'était comme ça, parce que c'était pour des raisons économiques. Mais cela fait du crime. Cette raison économique dont vous parlez, qui est effectivement l'une des justifications de l'esclavage. Ça rend l'esclavage encore plus odieux parce que c'était pour l'argent qu'on faisait tellement de méchanceté à des gens. C'était pour le fric. C'était pour l'argent. Vous l'avez dit, pour des raisons économiques. Et je vais vous dire mieux. Quand le 27 avril 1848, comme vous le savez, ce n'est pas un décret qui a été signé, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Et on ne connaît pas les autres décrets parce qu'ils sont
tellement honteux qu'on les a cachés. D'ailleurs, le décret numéro 2 du 27 avril dit « Dans les colonies où l'esclavage est aboli par décret de ce jour, les infirmes et les vieillards seront conservés sur l'habitation dont l'atelier voudrait donner aux propriétaires une somme de travail équivalente à leur entretien et à leur logement. » Article numéro 2, l'autorité locale. Mon professeur, mon fait dissertation, les frères d'art. L'autorité locale interviendra pour réglementer les sacrifices librement acceptés par les affranchis. Donc on les oblige à prendre en charge, alors qu'on ne leur donne rien, contrairement à la demande de Schellcher. Parce que Victor Schellcher a demandé réparation pour les esclavagés. Il l'a dit dans un livre qu'il a publié qui s'appelle Lettres aux agriculteurs martiniquais. Il a dit « La commission a demandé réparation pour ce crime de lèse-humanité ». C'est la première fois que l'expression est utilisée dans l'histoire. La première fois qu'on entend le mot « réparation », et qu'on entend le crime de lèse-humanité, mais malheureusement, elle n'a pas été entendue, la commission en question. Bon, donc, en faisant ces décrets-là, ils voyaient bien qu'ils remettaient les nègres en esclavage. Et ils ne se sont pas battus pour qu'ils aient un minimum. Bref, on met les vieux, ceux dont on n'a plus besoin, on les met sur le dos. Et cet argent qu'on leur a donné à ces misérables, doublant parfois la fortune de certains, on leur a donné le pouvoir de créer une banque. D'accord? On leur a donné la moitié de ce qu'on leur devait par tête de pipe, 500 francs or à peu près par esclavagé en Martinique. On leur a donné la moitié en espèces sonnantes et trébuchantes. Et on leur a donné pour le reste des actions dans leur première banque qui a été créée ici. Bon, vous savez ce que ces misérables ont fait? Beaucoup d'entre eux. Ils ont créé une monnaie qu'ils ont appelée le caïdon. Le caïdon. Le caïdon, c'était de la ferraille. Des petits bouts de fer qu'on aplatissait. C'était de la monnaie. Et parfois, dit Armand Nicolas, c'était des morceaux de carton déchirés avec un chiffre dessus. Quand ces pauvres gens qui n'avaient pas le droit de quitter l'habitation après l'abolition, sous peine de se retrouver jugés pour vagabondage et de se retrouver en atelier de discipline créé par décret du 27 avril pour pouvoir leur faire travailler de manière forcée pour rembourser la dette à laquelle ils auront été condamnés pour vagabondage. Vous avez vu le mécanisme. D'ailleurs, ce sont les esclavagistes qui ont imposé ça. Ils ont été reçus par la commission, ils ont dit à la commission, vous voulez l'abolition, mais nous voilà ce qu'on veut. Et ils ont tout obtenu. Et c'est écrit dans un des décrets. Pourquoi ils ont tout obtenu? Parce que la France voulait abolir à tout prix. L'esclavage, c'était une tâche sur le pays des droits de l'homme, le pays de 1789, qui était l'Angleterre, était en train de prendre de l'avant. Est-ce que je peux vous dire qu'ils ont tout obtenu parce qu'ils ont fait la richesse de la France? Ah non, mais ils ont fait la richesse de la France, ça c'est clair. Ils faisaient la richesse de la France, bien sûr. Il paraît qu'à l'époque, lorsqu'un Français de France avec à fortune égale payait 100 francs d'impôts, eux, ils payaient 500 francs d'impôts. Mais n'empêche que cela n'enlève rien à leurs actes. Hein. Le fait qu'ils enrichissaient la France et eux-mêmes n'enlève rien à ce qu'ils ont fait à mes ancêtres africains déportés ou nés en déportation. Donc ce fameux caïdon, quand la fin de la semaine arrivait ou du mois arrivait et que ces pauvres gens venaient chercher leur salaire de 1 franc par jour, quand ils avaient leurs 20 francs, parce que s'ils n'ont pas été payés le dimanche et puis le samedi, quand ils avaient leurs 20 francs, on leur retirait le loyer. On leur retirait la part des infirmes et des vieillards. On leur retirait ce qu'ils devaient à la boutique dans les carnets de crédit qui ont été inventés à l'époque et qui ont duré jusqu'à la moitié du siècle dernier, un peu plus même, remplacés par les cartes de crédit. Ce qu'il leur restait, ces criminels
post-abolition, les payer avec cette monnaie de singe, soit de la ferraille, soit du carton, qu'ils ne pouvaient dépenser que sur l'habitation où ils travaillaient et dans la boutique du maître. C'est-à-dire que Bougla ne peut pas travailler et puis dit, bon, ben, il fait madame li cadeau en madras, et qu'il y a les Saint-Pierre acheter un madras, bah, madame li, parce qu'il n'y a pas ni l'argent pour ça. L'argent, il travaille là, c'est à dans la boutique mettre là pour dépenser. Voilà la liberté qui a été donnée à nos ancêtres. Ces mêmes personnes-là qui faisaient de l'économie, eh bien, ils ont continué à faire de l'économie et beaucoup d'économies sur le dos de nos ancêtres, que ça a duré jusqu'à ce que ça explose en 1870. Vous avez vu, en 1870, les gens n'en pouvaient plus. Ils avaient attendu la liberté. Ils avaient espéré que leur vie changerait. Ils ont patienté jusqu'au 22 mai. Après, on leur a dit, amnistie, voilà, on oublie tout, on efface tout. Mensonge. Parce que justement, voilà des personnes qui mériteraient d'avoir des rues à leur nom. Quand on a dit aux marrons, descendez en ville, à Saint-Pierre, vous êtes amnistiés, on ne vous fera rien. Ils ont arrêté ceux qui étaient les meneurs de la révolte du prêcheur qui avait tué le beau-fils du maire. Ils les ont jugés 2 ans après. Ils les ont jugés. Ils étaient 3, il y avait une femme aussi, paraît-il, mais je n'ai pas retrouvé la trace de cette femme. C'est vous qui m'avez appris à chercher, hein, je vous signale. C'est vous qui m'avez appris à investiguer. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas trouvé, c'est parce que c'est moi que vous avez Non, non, mais l'investigation, c'est chez vous que j'ai appris ça, dans votre école du naïf que j'ai appris à investiguer. Elle, je ne l'ai pas encore retrouvée. Mais ces 3-là, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils les ont jugés pour meurtre et ils les ont déportés. Alors, il y en a 2, on ne sait pas où est-ce qu'ils les ont largués. Il y en a un qu'ils ont déposé à Gorée avec un petit ballot de linge et puis quelques pièces de monnaie pour qu'il se débrouille. On l'a ramené à Gorée. Ces 3 personnes qui ont payé pour le 22 mai sont nos héros. Eux mériteraient qu'il y ait au moins une rue à leur nom, au moins une place à leur nom. On connaît leur nom. On sait, on a les actes des procès. Ils ont vraiment existé, on les a déportés, on les a punis, ils ont payé pour tout le monde. Eux mériteraient, tout comme Rostolan. Donc, ceux-là, on peut les effacer de l'histoire. Ça, ils ont fait l'histoire, ils ont écrit l'histoire, mais c'est pas grave, on peut les oublier, on peut ignorer qu'ils aient jamais existé, c'est pas important. Mais il faut que moi garde des guédons, il faut que moi garde des bouillés. Vous en voulez aimer Césaire ou pas? Je reprends la question. Est-ce que vous en voulez? Non, vous permettez que je réfléchisse avant de vous répondre. C'était pour que les téléspectateurs entendent bien la question. Oui, oui, oui. Est-ce que j'en veux à Aimé Césaire? C'est-à-dire que, vu l'entourage d'Aimé Césaire, j'ai compris pourquoi il n'est pas allé plus loin dans tout ce qu'il aurait pu faire pour restaurer un minimum de propreté sociale et politique à Fort-de-France. J'ai longuement parlé avec Aimé Césaire et il m'a dit, j'ai demandé des choses, mais on m'a dit c'est trop tôt. On m'a dit qu'il fallait attendre. Et comme tous ceux qui étaient autour de moi m'ont dit qu'il fallait attendre et que c'était trop tôt, j'ai suivi les conseils des gens, mais je regrette. Aimé Césaire m'a dit cela dans mes oreilles quand je suis partie en Afrique et que j'ai voulu avoir son approbation pour lui dire bon. Et quand on lui a dit on part en Afrique, on fait le retour, il a dit mais qu'est-ce que vous faites? Je lui ai dit excusez-moi, c'est pas à vous de me dire ça parce que c'est vous qui m'avez rendu comme je suis là, je pars. Il a ri. Et on a parlé. J'ai toujours eu une relation particulière avec Césaire parce que quand j'ai fait mes études, mon BTS, il y avait un tas de sujets, confrontation, USA, URSS, un tas de sujets qui ne m'intéressaient pas. Donc j'ai pris un risque. J'ai dit, bon, je vais faire mon propre sujet. Je vais faire les héritages esclavagistes à la Martinique. J'avais 18 ans, monsieur Laouché. Je ne savais même pas ce que je faisais. J'ai dit, je vais choisir ce sujet et puis je vais amener mes autres dossiers, mais j'aimerais qu'on m'interroge sur ce sujet. Quand je suis arrivée en Martinique,
Je suis allée voir Aimé Césaire, j'étais une jeune petite étudiante. Et ce qui fait la grandeur de cet homme, c'est pour ça que j'ai une tendresse particulière pour lui, c'était non seulement son humilité, mais sa gentillesse. Aimé Césaire m'a reçu dans son bureau pendant 2 heures. Moi qui n'étais qu'une petite étudiante qui ne rien du tout. Il faut dire qu'il connaissait ma maman qui avait ce magasin à la rue Lamartine et qu'ils se fréquentaient, mais pas au point car il s'y voit tout tiche comme un adli. Il me reçoit et c'est lui qui me donne les clés. C'est lui qui le premier me dit qui me parle de la langue créole. Il me parle de... Et voilà, il ouvre le chemin pour moi. J'arrive à l'examen, je demande de quel sujet voulez-vous qu'on parle. Malais pour eux, dis-moi, parlez-nous des héritages esclavagistes à la Martinique. J'avais mon diplôme, parce que j'avais été enseignée par un homme instruit et qui m'a éclairé suffisamment pour l'avoir. Alors, est-ce que j'en veux à Césaire? Je me réfère à Fanon pour répondre à cette question lorsqu'il dit que toutes les générations ont une mission à accomplir, à peu de choses près, vous connaissez la formule, ils ont soit à la remplir, soit à la trahir. Moi, je crois que Césaire a fait sa part. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire à son niveau, à ce moment-là. Parce que n'oublions pas que pour lui aussi, l'époque compte. L'époque compte. Le moment où il a poussé son grand cri nègre qui a ébranlé le système colonial là, il l'a fait. Ne serait-ce que pour ça. Bon. Maintenant, moi, ma génération, je fais quoi? Quel exemple je donne à mon fils? Qu'est-ce que je fais pour remplir ma mission? Est-ce que je la remplis? Est-ce que je la trahis? J'ai choisi de la remplir avec mes livres. J'ai choisi d'apporter, grâce à la formation que la vie m'a donnée, dont mon passage au naïf, je n'arrête pas de le dire, je le dirai à qui veut m'entendre, c'est là que j'ai appris à chercher, c'est là que j'ai appris à faire la différence entre une rumeur et une information, c'est là que j'ai appris à aller fouiller les archives et à trouver ce que je cherche. Parce que vous m'avez appris qu'il fallait savoir ce que je voulais trouver avant d'aller chercher. Bon, donc ça m'a facilité la tâche, ça m'a facilité la vie. Donc j'ai appris ça, quand j'ai appris ça, je me dis tout ce don que la vie m'a fait de me donner cette connaissance, est-ce que je vais me contenter d'écrire des chansons qui ont leur importance aussi, hein, parce qu'une chanson peut faire plus pour un peuple qu'un roman, ou plus pour... Est-ce que je n'ai pas un devoir d'information à travers mon don de l'écriture? Voilà. Et je me suis dit, je ne vais pas faire l'essai en question, je vais faire un roman. Ça va passer mieux. Et voilà comment je suis devenue. J'ai parlé de Césaire, mais je voulais dire en réalité, vous êtes, il y a une municipalité progressiste oui. qui s'appelle le Parti progressiste martiniquais d'ailleurs, oui. qui est mené par ce parti-là. Oui. Et toutes les rues de sa capitale sont des rues d'esclavagistes. Oui. Alors à peu près quoi. Oui. Et elle ne fait rien. Comment vous expliquez ça? Alors, quand il y a eu le déchoucage des statuts de ces misérables, parce que Joséphine, vous savez que Joséphine était une esclavagiste patentée. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, mais on ne sait pas, on n'est pas sûr ». Joséphine, juste pour informer les gens, hein, pour qu'ils finissent avec le « on ne sait pas, on n'est pas sûr ». Joséphine, c'était un esclavagiste fini. Voici la preuve. Quand la mère de Joséphine est décédée, celle qui a fait brûler l'esclave Émilie en place publique aux Trois-Îlets après un simulacre de procès qui a duré 2 jours, sous Villaret de Joyeuse d'ailleurs, sous Villaret, le fameux Joyeuse là, je crois que c'était lui qui était gouverneur à l'époque. Quand cette femme qui a accusé son esclave et qui l'a fait brûler vive sur la place publique aux Trois-Îlets, quand elle est décédée, elle a légué à Joséphine la pagerie avec tous ses biens dedans, y compris ses esclaves. Quand Joséphine est décédée, elle a légué la même chose à son fils. La même habitation avec le même nombre d'esclaves. C'est-à-dire qu'il n'y a pas libéré, il n'y a pas dit l'adjé,
Il part à Franchillon, il y avait 192, peut-être je me trompe sur le chiffre, mais vous comprendrez ce que je veux, 192 personnes, il léguait 192 personnes à son fils. Et les enfants de son fils ont touché de l'argent en 1848 parce qu'ils avaient également des habitations esclavagistes à Saint-Domingue. Donc, pour la pagerie, ils ont perçu de l'argent. Si ça, c'est pas être esclavagiste, qu'est-ce qu'être esclavagiste? Excusez-moi. Pas venir de moi que Joséphine pas esclavagiste. Donc, cet esclavagiste qu'on nous a obligés à adorer et ce criminel contre l'humanité pour avoir éliminé le peuple autochtone de la Martinique quand ils sont arrivés ici, ce monsieur, ce fameux Belin d'Enambuc. Quand les statues ont été déchouquées et que la ville a dit « Nous allons créer une commission pour examiner ce problème », j'avais déjà l'idée de ce travail-là en tête depuis quelque temps. Je me suis dit, bon, ok, super, génial, c'est fini, c'est réglé. Nous sommes 5 ans après. Il y a une rue qui a été changée. La rue Gallieni, ce misérable. Mais Gallieni, c'était une ordure, le général Gallieni. Le parc Gallieni aussi était changé. Il y avait le parc et il y avait la rue. Parce que ces gens-là ne se contentaient pas de donner une rue. C'était comme le parc, la rue. Dans toute communauté, ni des rues, machin, machin. Ce misérable, cet assassin, ce criminel de Gallieni. Ils ont donné à Gallieni le nom d'un homme juste et bon, qui fut M. René Akea, qui était historien, qui a élevé, éduqué des générations et des générations de Martiniquais, qui leur a donné le goût de leur histoire et qui leur a donné la connaissance du passé de ce pays, qu'on ne peut comprendre aujourd'hui qu'à travers son histoire. Bon. Mais c'est tout. Mais c'est tout. Et qu'est-ce qu'on me dit? Parce que je me renseigne quand même. On me dit, oui, ils sont en train de discuter de l'idée, non pas de retirer. Qu'est-ce que ça vous coûte de retirer? Rivière-Pilote a fait ça. Rivière-Pilote, la ville de Rivière-Pilote, sous M. Marie-Jeanne. Ils ont débaptisé 12 rues. Ils ont donné à ces rues des noms de révolutionnaires, de personnes qui en valaient la peine. Ils sont allés prendre les enfants des écoles. Ils les ont emmenés devant chaque rue pour leur dire, voilà, cette rue qui s'appelait un tel. Ils ont même aujourd'hui oublié le nom des gens qui ont été remplacés. C'est fini. Ils ne savent plus comment s'appelait cette rue. Mais Fort-de-France est en train de réfléchir à l'idée aussi, non pas de débaptiser ces rues, de renommer ces rues, parce que ne me dites pas, quand, je peux dire 400 ans d'existence, puisque c'était 1600 et quelqu'un, en 400 ans, vous n'avez pas trouvé de Martiniquaises et de Martiniquais susceptibles d'être mis à l'honneur. Comment vous faites pour être aliéné comme ça? Je vous regarde et je suis très surpris. Allez-y. Parce que les Français vous ont appris que les rues doivent forcément avoir, ou les places ou les monuments, doivent avoir le nom de personnages célèbres. Non, non monsieur, pas de personnages célèbres, parce que c'est le cas aujourd'hui. Qui ont fait des choses positives. D'accord. Une rue met à l'honneur quelqu'un. C'est d'ailleurs pour ça que ces rues s'appellent comme ça. Oui. Alors c'était pour mettre ces gens à l'honneur. C'est pour la France, c'est la France ça. Et alors? Je vous dis que moi, je peux être martiniquais et dire que je préfère qu'il y ait une rue qui s'appelle la rue de la persévérance, ou la rue du courage, ou la rue de la dignité. Arrêtez avec ça, je veux dire. Parce qu'il y a des pays comme le nôtre, c'est vrai. Mais il y a plein de rues comme ça en Martinique. En Martinique, monsieur Laouché, il y a plein de rues qui portent des noms, comme ceux que vous prenez une carte de Fort-de-France, par exemple. Il y a un tas de rues, rue de la Persévérance, comme vous dites, il y a plein de rues comme ça à Fort-de-France. Donc il faut faire ça. Bon, il y a 10 000 rues à Fort-de-France. Plutôt que de chercher qui veut. Mais admettons que ce soit de l'aliénation de pensée, qu'il y a des Martiniquaises et des Martiniquais qui ont œuvré pour le bien de la communauté, qui ont apporté quelque chose par leur savoir, par leur savoir-faire, par leur comportement, par ce qu'ils ont légué à ce pays, et qui mériteraient mieux que ces criminels d'avoir leur nom dans les rues. On est bien d'accord. Bon, admettons que ce soit de l'aliénation.
Mais je préfère les voir là, à la place. Parce que ce que moi j'appelle l'aliénation, c'est de marcher à la rue Blénac. C'est ça l'aliénation. C'est d'aller à la Fontaine-Guédon et de penser à restaurer 300 000 € pour restaurer la Fontaine-Guédon. C'est ça pour moi l'aliénation. Vous voyez, nous n'avons pas la même notion de ce qu'est l'aliénation. Non, attendez, je suis d'accord avec vous. Bon, d'accord. Pour moi, c'est ça l'aliénation, de garder des rues de tous ces abolitionnistes dont on a la preuve aujourd'hui qu'ils ont fait le jeu des esclavagistes pour que l'esclavage ne s'arrête jamais. L'abolition de l'esclavage est la plus grande fumisterie de l'histoire de France. Ils ont cessé d'être esclaves quand même. Non, ils n'ont pas cessé d'être esclaves. Non seulement ils étaient esclaves, mais ils payaient pour ça. Laissez-moi vous dire, quand vous regardez, pendant la révolution industrielle en France, les gars qui travaillaient dans les mines, ils avaient un plus mauvais sort que les esclaves désesclavagisés. Donc ne dites pas que l'esclavage n'a pas arrêté. Bien sûr, leur sort a continué d'être très dur, mais c'était l'époque, je veux dire, c'est pas... En France, c'était pareil. Mais monsieur, ces gens-là dont vous me parlez, à n'importe quel moment, ils pouvaient prendre leur baluchon, le mettre sur leur dos et puis aller ailleurs, aller dans un autre pays, aller en Amérique. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, qui sont partis en Amérique, qui sont partis en Australie, ils sont partis. Nous, on n'avait pas le droit de quitter l'habitation. Donc vous ne pouvez pas comparer ce qui n'est pas comparable. Ces gens ont été maintenus par décret sur les habitations. On les a obligés à rester sur les lieux de leur torture, où ils ont vécu toute leur vie à travailler pour rien, pour prendre des cours, etc., pour être mieux que des animaux obéissants. Ils ne pouvaient pas aller d'une habitation. Non, ils ne pouvaient pas sortir. Parce qu'à partir du moment où ils sortaient, n'importe quel blanc avait le droit de leur dire « Mais où est-ce que vous allez ?» Bon, je vais là. Oui, mais c'est qu'il devait avoir une maison, un patron, un travail. C'était les trois conditions. En France, une seule de ces conditions. C'était les trois conditions nécessaires en France, sur la terre de France, pour être arrêté pour vagabondage. Ici, dans les colonies, une seule de ces trois conditions suffisait. Une seule suffisait. Et puis il y a encore une autre chose, c'est la contrainte par corps pour le paiement de l'impôt. Parce que parmi les décrets là, vous êtes des citoyens maintenant, il y a un décret qui vous dit maintenant il faut payer l'impôt. Parce que les citoyens, vous comprenez, les citoyens, il faut payer l'impôt. Donc vous ne payez pas votre impôt, mais vous avez vu ce qu'ils ont fait avec le livret et le... Mon Dieu, mais quand vous savez, moi j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre que nos grands-parents, moi j'ai une photo de mon arrière-grand-père, grand-mère qui est née en 1855, quelques années après l'abolition. C'est-à-dire que sa mère était esclave. Et son père aussi. Je pense à ces gens qui étaient des personnes, parce qu'on dit les esclaves comme si c'était une masse informe perdue dans le passé, c'était des mouns. Je pense à eux. Je me dis, mon Dieu, mais comment... Qu'est-ce qui nous a réduit en esclavage? Comment? Qu'est-ce qui nous a réduit en esclavage? Qu'est-ce qui nous a réduit en esclavage? Je vous laisse répondre à cette question parce que je ne la comprends pas. Lorsque nos ancêtres montaient, embarquaient dans le bateau négrier, est-ce qu'ils étaient déjà esclaves? Mais à partir du moment où on vous prive de votre liberté d'aller et venir sur votre terre, vous n'êtes plus libre. Donc ce sont les Africains qui nous ont réduit en esclavage? Non, monsieur, il y avait des Africains aussi, comme il y a eu des collaborateurs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des misérables partout, dans tous les peuples. Mais ne venez pas me dire que ce sont les Africains qui ont vendu des Africains. Parce que les rapts, ça n'a pas empêché les rapts, ça n'a pas empêché les vols de personnes, ça n'a pas empêché toutes ces histoires que l'on raconte dans les villages africains de gens qui disparaissaient. C'était pas forcément des Africains qui les capturaient. D'accord? D'ailleurs, dans Zahir et Théophile, je raconte l'histoire de ces 6 jeunes femmes qui ont été capturées par des marins français, qui ont été mis en cage et le responsable est mort. Donc elles ont été volées par le capitaine du bateau qui a amené Zahir et Théophile. Elles ont été volées. C'est pas maman yo et puis papa yo qui vont yo. Pourquoi c'est nécessaire de travestir l'histoire?
Pourquoi travestir l'histoire? Mais parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont vendu. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les Africains qui ont réduit les Africains en esclavage. Il y a beaucoup, Monsieur Laouché, dans tous les peuples du monde et dans toute l'histoire de l'humanité dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a eu des traîtres, il y a eu des collaborateurs, il y a eu des misérables. Ce serait du racisme que de penser que les Africains seraient privés de la possibilité d'avoir aussi parmi eux des traîtres et des misérables et des personnes vénales. Il y en a eu en Afrique comme il y en a eu dans tous les pays du monde. Comme je le rappelle, il y a eu pendant la collaboration en France des gens qui ont pu trahir leur pays pour un peu d'argent ou pour un peu de viande salée. Donc, il y a des Africains qui se sont rendus coupables de ce crime. Je le reconnais, mais ce ne sont pas les Africains qui ont vendu les Africains. Je ne veux pas qu'on me dise ça, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont battus contre les esclavagistes, énormément. J'ai vécu au Sénégal pendant 10 ans, il y a des grandes figures du Sénégal, où Lat Dior, par exemple, c'était un chef religieux, chef également de village, qui s'est battu longtemps contre les esclavagistes qui venaient dans les villages, autant musulmans que chrétiens d'ailleurs, qui venaient faire des rapts. Donc, tous ces gens qui en Afrique se sont battus contre ces criminels, les ont combattus, les ont pourchassés, les ont fait fuir parfois de leur pays. C'était pas forcément des gens qui étaient pour l'esclavage ni qui étaient favorables. Il y a eu des gens en Afrique qui ont été des complices, et puis il y a eu des gens en Afrique qui ont été des combattants contre le système. Il y a eu des femmes d'ailleurs, beaucoup de chefs de village, femmes qui ont pris les armes pour pouvoir se battre contre les esclavagistes. Donc, faut pas qu'on me dise, comme si on me disait les Français étaient des collaborateurs. C'est pas tous les Français qui étaient des collaborateurs. C'est pas tous les Français qui étaient des résistants non plus. Donc, pourquoi est-ce que les Africains devraient être plus vertueux que les autres peuples du monde? Il n'y a pas de raison. Donc oui, il y a eu des Africains complices, et d'ailleurs, nous allons régler nos comptes avec eux le moment venu. On va laver notre linge sale en famille. Il y en a dont les descendants continuent un sale travail que nous dénonçons régulièrement. Il y en a, mais ce n'est pas les Africains. Pourquoi est-ce que vous êtes coincé comme ça dans le passé? Parce que j'ai encore sous les yeux ceux qui l'ont écrit. J'ai encore dans mes rues ceux qui l'ont marqué. Non, mais c'est ça. Voilà pourquoi je suis dans le passé. C'est parce que M. Blénac me rappelle le code noir. Parce que M. Guédon me rappelle. Vous savez ce qu'il a fait, ce salopard? J'ai lu ça, oui. Ah oui, ce qu'il a fait. Parmi les choses qui auraient pu être positives durant l'abolition de l'esclavage, il y avait un décret, je crois que c'est le décret numéro 3, qui disait que tous les petits nègres devaient aller à l'école jusqu'à l'âge de 10 ans. Quand M. Guédon est arrivé en 1954, peu de temps après l'abolition, il est venu rétablir l'ordre. D'ailleurs, il se définissait comme étant le gouverneur du travail. Il a fait fermer toutes les petites écoles qui avaient ouvert en disant aux gens, écoutez, écoutez-moi, faites-moi confiance. Le plus beau travail du monde est le travail de la terre. Allez rencontrer vos mères et vos pères dans les champs et cultiver pour nourrir l'humanité. Ce n'est pas la peine d'espérer avoir du travail dans l'administration. Je n'ai pas de travail pour vous. Je n'ai pas de travail pour vous. Donc, la terre. Et parmi ces décrets du 27 avril, il y en a un, je crois que c'est le décret numéro 11, si je ne m'abuse, qui prétendait célébrer la liberté tous les 27 avril par une grande fête du travail. Parce que pour les nègres, il fallait qu'ils comprennent que liberté égale travail. Liberté, c'est pas aller venir là où les machins, c'est travail qui est la liberté. Donc, on a été, quand je dis on, moi je me sens concernée, moi. Vous savez que scientifiquement, il est prouvé que les gènes, vos gènes, les miens, sont hérités de nos ancêtres. Il y en a certains qui quand je vous regarde, je me dis que vous avez des ancêtres blancs. Hein.
Mais j'ai commencé par vous le dire. Hein. Je vous vous dis que ma famille... Vous avez l'air de l'oublier. Mais je ne l'oublie pas. Moi, je suis la fille de monsieur Hardy des Sources, noblesse française, figurant dans le livre de la noblesse publié en 1838 en France. Son nom y figure, le nom de ma famille paternelle. On ne pouvait pas être plus esclavagiste que ça. Je vous ai dit qu'ils ont touché de l'argent en 1848. Donc je sais que j'ai des ancêtres blancs. Mais le fait de parler de la souffrance de mes ancêtres noirs ne signifie absolument pas que ce sont mes seuls ancêtres. Ce sont mes ancêtres aussi. Mais j'ai le droit de choisir mon camp, de choisir ceux que j'ai le droit de défendre aujourd'hui, parce que personne ne les défendra pour moi. Et surtout pas vous, d'après ce que je vois. Donc c'est mon devoir de les défendre. Mon travail, hein. Là, je fais mon travail, simplement. Non, mais nous nous sommes compris. Nous nous sommes compris, non, ces gens-là ont trop souffert. Ces gens-là, on leur a dit qu'ils allaient être libres. Et puis quand on leur a dit, vous êtes libres, mais vous ne l'êtes pas. Restez là, continuez de travailler. C'est nous qui fixons le salaire. Ah bon, vous respectez? Eh bien, on va faire venir d'autres personnes. Et on fait venir les Indiens qu'on réduit en esclavage aussi. Parce qu'on ne leur donne pas des meilleures conditions de travail pour autant. Et ces Indiens deviennent les nègres des nègres. Parce qu'ils viennent prendre le travail que ces gens-là aurait pu avoir. Bon, et il crée une armée de vagabonds et de vagabonnes, ce qui est très grave, parce que la vagabonde, c'est vagabond plus pitin. Comment expliquer que le mot pour désigner ceux qui ont dit non à cette partie de l'histoire, qui ont dit « je préfère être un vagabond » plutôt que d'être encore sur l'habitation, que ça soit devenu le mot par lequel on s'insulte. Sacré vagabond, sacré vagabonde. C'est l'objet de mon deuxième roman. Bon, là, je suis passée à autre chose. Je suis dans le contemporain, là. Je suis pour qu'aujourd'hui, on purifie notre espace vital, social et public. Je souhaite de tout mon cœur, mon fils a vu ça, mais je souhaite que ses enfants puissent se promener dans la rue sans être interpellés par cette période de l'histoire. Alors là, c'est un combat magnifique. Je suis absolument d'accord avec vous. Quand on a lu votre livre, on se demande effectivement comment c'est possible qu'il y ait encore ces noms-là dans les places, dans les rues, etc. Merci. Et je pense que vous faites là un travail assez extraordinaire. Vraiment, c'est très très bien. Merci, donc je pense qu'il faut lire ce livre, Déo. Il faut le lire parce que ça va vous apprendre beaucoup de choses. Moi, ça m'a appris énormément de choses concernant les noms de nos rues, qui c'étaient les gens, Guédon, etc., Bouillet, caserne Bouillet. Donc ça nous apprend beaucoup de choses. Et puis ça interpelle, j'espère, les politiques que nous avons aujourd'hui. À mon avis, ils ne peuvent pas, ayant lu ce livre, garder les noms que portent certaines rues à Fort-de-France. Ce matin, je suis allé voir si on avait effectivement enlevé le nom de la rue Blénac. Alors j'ai vu que, oui, on a enlevé une partie, mais il y a un moment, il y a marqué Blénac quand même sur la rue. Mais enfin, on a enlevé certains trucs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Laouché, surtout pour vos dernières paroles. Vous avez envie de dire uniquement pour vos dernières paroles. Non, non, pas du tout, mais vous m'avez donné l'occasion de répondre à beaucoup d'objections que l'on me fait. Donc c'est parfait. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir, chers amis, merci de nous avoir été fidèles. Nous avons interviewé Imanié Dalila Daniel, qui a écrit un livre qui s'appelle Déo, un livre extrêmement important selon moi, qu'il faut lire, parce qu'il est extrêmement instructif sur notre histoire même. Merci beaucoup, à bientôt.